Il existe encore de nombreuses tribus dans le monde aujourd'hui. Croyez-le ou non, certaines d'entre elles sont des chasseurs de têtes, mais elles font toujours partie intégrante de la diversité de l'humanité. Rejoignez-nous alors que nous examinons 14 des tribus les plus effrayantes que vous ne voudriez pas rencontrer. Numéro 14. La tribu Asmat. La tribu Asmat est un groupe ethnique en Nouvelle-Guinée. Depuis des milliers d'années, ils vivent dans les bois marécageux le long de la côte sud de la province de Papouasie, qui couvre environ 25 000 km². C'est l'une des plus grandes tribus de Papouasie, avec une population estimée à 70 000 individus répartis sur quelques centaines de communautés. Leurs villages varient en taille. Certains peuvent accueillir aussi peu que 35 personnes, tandis que d'autres peuvent abriter jusqu'à 2000 personnes. Les membres de cette tribu croient qu'ils émergent du bois, d'où le fait que le bois est sacré pour eux. Ils pensent que les arbres et les humains partagent un lien étroit. Depuis les temps anciens, ils ont sculpté de magnifiques objets en bois sous diverses formes, y compris des boucliers, des canoës, des poteaux ancestraux, des figurines sculptées et des tambours. Et ils ont contribué à l'art de leur société admirablement sophistiquée. Les Asmat étaient à l'origine bien connus comme une tribu cannibale. Ils étaient de redoutables guerriers qui pratiquaient la chasse à la tête conformément à leur culture et à leurs croyances. Les Asmat ne chassaient pas seulement des crânes, mais les vénéraient en sang également. Les crânes étaient modifiés et ornés avant d'être exposés dans leur maison. Ils plaçaient également des crânes humains sous leur tête au lieu d'oreillers. Ils n'étaient pas seulement des chasseurs de têtes, mais assassinaient aussi des chasseurs de noms. Ils croyaient que s'ils tuaient un tuant et mangeaient un homme, ils absorbaient son pouvoir et se transformaient en lui. Parfois, un enfant ne recevait un nom que 10 ans après sa naissance si son village acceptait de tuer un homme d'un village voisin. Heureusement, la mauvaise réputation des Asma est devenue histoire grâce aux efforts des missionnaires. Numéro 13. Les chasseurs de têtes Naga. Dans notre vignette, nous pouvons voir 4 enfants avec leur visage et corps peints alors qu'ils marchent côte à côte. Si vous savez à quelle tribu appartiennent ces enfants, pourquoi ne pas nous le dire dans les commentaires ci-dessous? Les Nagas, qui seraient descendants des Mongols, se sont installés en tant que série de tribus dans l'est de l'Inde à partir du XIIe siècle, ne se regroupant à l'époque moderne que par désir d'établir une identité collective au sein de la Nouvelle-Inde créée par la partition et l'avènement de l'indépendance en 1947. Parmi les nombreuses tribus vivant dans cet état forestier, la tribu guerrière Kanyak occupe une position spéciale dans le folklore indien. Connus pour leur fureur et leur penchant pour le conflit avec les tribus voisines, ils étaient notoires pour leur habileté à chasser des têtes, décapitant régulièrement leurs ennemis et revenant avec les têtes tranchées comme trophées à porter dans les batailles futures. Les Nagas pensaient que ces têtes irradiaient une force mystique qui améliorait les cultures et apportait de la richesse au village. Les têtes décapitées étaient également utilisées comme décoration intérieure, fièrement exposées sur les murs et les portes des maisons longues Nagas. Lorsque les Européens ont rencontré pour la première fois la tribu sauvage Naga, ils ont été fascinés par cette pratique macabre. Les commentateurs ont également fait remarquer que chaque homme de la communauté était censé contribuer à la sinistre collection et tout homme incapable de prendre une tête au combat était considéré comme manquant de courage, un guerrier inadapté. Des missionnaires chrétiens sont arrivés dans la région dans la seconde moitié du XIXe siècle, érodant lentement l'idéologie guerrière. Alors que les Britanniques pacifiaient la région et que les combats intertribaux diminuaient, le besoin de bataille diminuait. Les Britanniques ont officiellement interdit la chasse à la tête en 1935 et le gouvernement indien a emboîté le pas après l'indépendance en 1960, bien que cette habitude ait persisté pendant quelques années dans les établissements montagnards isolés. Au milieu des années 2010, la dernière génération de chasseurs de tête Naga était en train de disparaître, tout comme leur coutume. Numéro 12. La tribu Batak. Le peuple Batak est indigène des forêts du nord de Palawan, aux Philippines occidentales. Ils dépendent d'un mélange diversifié d'agriculture, de chasse, de cueillette et de pêche. Ce sont un peuple négrito, à ne pas confondre avec les Batak de la péninsule malaise, un peuple de chasseurs-cueilleurs, ou les Batak indonésiens, peuplés et ethniquement divers du nord de Sumatra. On pense qu'ils descendent de la première vague de populations humaines ayant traversé les ponts terrestres reliant les îles Philippines au continent asiatique, ce qui s'est produit il y a jusqu'à 50 000 ans.
Les programmes de conservation, tels qu'une interdiction gouvernementale de la culture itinérante et la désignation de zones protégées au sein de leurs terres ancestrales, représentent une menace pour les Bataks aujourd'hui. Il y a maintenant moins de 300 Bataks, contre environ 700 en 1900. La saisie de terres, l'exploitation forestière et l'exposition aux maladies constituent toutes des menaces sérieuses. La malnutrition sévère les rend plus sensibles aux maladies comme le paludisme, la rougeole et la tuberculose. Ils ont également un taux de mortalité infantile élevé et un faible taux de natalité. En raison de la petite population batak, les jeunes sont souvent contraints de se marier en dehors de la tribu. Lorsque le gouvernement local a interdit les méthodes agricoles des Bataks en 1994, les rendements de riz ont chuté et la tribu a été confrontée à l'extinction. Ils n'avaient d'autre choix que de collecter et de vendre plus de produits forestiers, ce qui a entraîné une déplétion générale des ressources vitales. Les problèmes des Bataks ne sont pas nouveaux. Un grand nombre de colons sont arrivés dans la région après la construction de la première route à travers les terres Batak en 1956. Ils ont été contraints d'abandonner leurs établissements en plaine et de se déplacer vers des collines moins fertiles. Pour protéger leurs terres et leur mode de vie, le gouvernement philippin a adopté la loi sur les droits des peuples autochtones en 1997. Cependant, en raison d'un manque de volonté politique et des exigences difficiles de la loi, très peu d'entre elles sont mises en pratique. Numéro 11. Les Sentinellés. En raison de leur isolement extrême du monde extérieur, la tribu des Sentinellés en Inde a suscité l'intérêt et la recherche de nombreux experts. Les îles Andaman et Nicobar, situées au large de la côte de l'Inde, sont considérées comme des descendants des premiers humains qui ont traversé d'Afrique il y a environ 60 000 ans. On sait peu de choses sur cette tribu mystérieuse en raison de leur emplacement éloigné et de leur contact limité avec des étrangers. Ce que les experts savent cependant sur eux indique qu'ils vivent un mode de vie de chasseurs-cueilleurs en petits groupes sur diverses îles de leur territoire. Ils semblent avoir un accès facile aux ressources naturelles telles que les fruits de mer, les sangliers sauvages et les fruits, qui constituent une grande partie de leur alimentation. 2 pêcheurs ont été tués en 2006 après s'être approchés trop près de l'île. Cet incident a souligné l'importance pour les étrangers de respecter le désir des sentinellés de rester isolés des contacts extérieurs. Bien qu'ils soient protégés par les lois indiennes, la tribu des sentinellés est vulnérable en raison de sa petite taille de population et de son manque d'accès aux soins médicaux de base. Plusieurs anthropologues et chercheurs ont tenté de contacter la tribu des sentinellés, mais tous ont été accueillis avec hostilité. Pour protéger le droit de la tribu des sentinellés à rester isolés et à maintenir leur mode de vie traditionnel, le gouvernement indien a imposé des restrictions aux visiteurs. Numéro 10, la tribu Souris. Les Souris sont un peuple agrarien vivant dans la zone de l'Omo-occidental de la région des Nations, nationalités et peuples du sud de l'Éthiopie, ainsi que dans des parties du Sud-Soudan voisin. Dans le sud-ouest de l'Éthiopie, il y a environ 34 000 Souris. Les Souris ont un système de croyances traditionnelles qui comprend une divinité suprême du ciel connue sous le nom de Tumu. Le Komaru agit comme un intermédiaire entre les membres de la tribu et Tumu, servant de point de contact avec le dieu du ciel qui apporte la pluie et la fertilité. Les Souris, en revanche, n'ont pas de service religieux public dédié à Tumu. Les ancêtres des clans sont également reconnus pour avoir des pouvoirs et influencer la santé et le destin des vivants. Les Souris sont des gens fascinants et robustes. Les hommes participent à la lutte avec des bâtons, un art martial, un rituel et un sport connu sous le nom de Donga, qui a traditionnellement été utilisé par les hommes pour impressionner les femmes et trouver une épouse. Ils se battent en vêtements nus ou sales, et les affrontements violents entraînent souvent la mort. Les membres féminins de la tribu ont des disques zinchi en argile distinctifs insérés dans des trous de leurs lèvres inférieures dans le cadre de leur rituel, qui sont considérés comme des signes de beauté. Avant que le trou ne soit coupé, les 2 dents inférieures des disques sont retirées. Plus la taille de la plaque est grande, plus le père de la fille peut exiger de vaches en dot lorsque sa fille se marie. En moyenne, une personne possède 30 à 40 vaches. Il a besoin d'environ 60 vaches à donner à la famille de sa femme pour se marier. C'est beaucoup de vaches. Numéro 9. Le clan des squelettes. La tribu des squelettes de Chimbu peint ses corps pour ressembler à des squelettes afin d'effrayer leurs ennemis. Les Chimbu vivent dans les vallées de Chimbu, Koro et Wagi, des hautes terres centrales montagneuses de la Nouvelle-Guinée. Les tribus Chimbu sont bien connues pour leurs énormes coiffes, faites de plumes d'oiseaux de paradis, dont certaines mesurent jusqu'à 1 mètre de long. Les danseurs squelettes de Chimbu sont également présents.
Selon leur folklore, le costume basé sur les squelettes a été créé pour effrayer d'autres tribus, la mort et les fantômes instillant la peur dans les tribus de Nouvelle-Guinée. Ainsi, l'objectif était de convaincre les ennemis qu'ils étaient surnaturels et donc possédaient des pouvoirs d'un autre monde. C'est un plaisir de les voir lors de festivals ou dans leur village natal, mais il est également intéressant de voir la tribu marier les anciennes et nouvelles façons. Il n'est pas rare de les voir appliquer du maquillage avec des miroirs portables. Cela les rend cependant extrêmement accessibles, le groupe étant prêt à poser pour des photos avec des touristes ou seuls dans des positions de combat. Voir les tribus de Nouvelle-Guinée est l'une des choses les plus incroyables que vous puissiez faire, Sialata. Les hommes squelettes étant l'un des points forts. Numéro 8. La tribu Dieslala. La tribu Karubo est connue sous le nom de Cateteiros au Brésil, ce qui se traduit par frappeur en portugais. En conséquence, ils sont devenus connus sous le nom de frappeurs de tête dans la presse populaire. Ces Amazoniens autochtones ont reçu ce nom parce qu'ils portaient des massues de guerre avec lesquelles ils combattaient. Malheureusement, 7 membres de la Fondation nationale indienne du gouvernement brésilien ont été tués à coups de massue par des membres de la tribu Karubo. Étonnamment, la Fondation n'a pas cherché à appréhender ou à censurer les coupables, affirmant que ces Amazoniens autochtones n'étaient point et pas au courant des lois brésiliennes interdisant de tels crimes et ne pouvaient donc pas être poursuivis. Les Karubos se nomment eux-mêmes les Dislala. Ils parlent une langue pano qui est étroitement liée au dialecte pano du Nord parlé par les Indiens Matis et Mayoruna Matis. Contrairement à d'autres tribus de la vallée de la rivière Javari, ils ne se tatouent pas teintent pas le visage. Cependant, ils se distinguent facilement par leur coiffure distinctive qui est très courte à l'arrière et plus longue à l'avant. Les Indiens Karubo, comme d'autres tribus de la vallée de la rivière Javari, pratiquent l'infanticide. Lorsqu'un enfant naît avec un défaut de naissance comme une fente palatine, le nourrisson est tué. Même les enfants Karubo plus âgés sont parfois sacrifiés. Par exemple, une mère a tué l'une de ses propres filles alors qu'elle souffrait de paludisme. Elle a déclaré qu'elle l'avait tuée parce qu'elle craignait que la maladie ne se propage aux autres. En général, les Karubos chassent avec des sarbacanes plutôt qu'avec des arcs et des flèches. Les chasseurs de sarbacanes sont moins susceptibles de passer au fusil de chasse que les chasseurs d'arcs et de flèches. Cela est probablement dû au taux de réussite de chasse plus élevé avec les sarbacanes et au coût élevé des munitions de fusils de chasse. Les Karubos sont actuellement peu de fusils de chasse et dépendent principalement des sarbacanes pour la chasse. Bien qu'ils soient en grande partie des chasseurs-cueilleurs, ils pratiquent cependant également l'horticulture et cultivent des cultures spécifiques à l'Amazonie comme le manioc, les bananes plantains et le maïs. Numéro 7. La tribu Mosuo. Imaginez un monde dans lequel les femmes avaient un contrôle total sur qui, quoi, où, quand et combien d'hommes elles voulaient sans être stigmatisées pour cela. Où les femmes prennent les décisions, dirigent, possèdent les biens et vivent indépendamment des hommes. L'ancienne tribu Mosuo, connue sous le nom de Na, habite au pied de l'Himalaya, dans les terres luxuriantes et verdoyantes qui bordent le Sichuan et le Yunnan. Les Mosuo sont devenus l'un des groupes ethniques les plus connus de Chine en raison de leur mode de vie unique. Ils sont principalement concentrés dans la région de Yongning, qui entoure le lac Lugu sur le plateau du Yunnan au nord-ouest et compte environ 40 000 habitants. Leur mode de vie a connu une popularité fulgurante depuis les années 1980, mais cela les a également rendus vulnérables aux critiques, spéculations et influences extérieures. Considérée comme l'une des dernières communautés matriarcales du monde, la pratique du mariage ambulant des Mosuo, que de nombreux Chinois visiteurs ont qualifié d'amour libre, primitif et promiscuité, a reçu le plus de critiques et de sensationnalisme. Un mariage ambulant donne à la femme Mosuo la responsabilité des décisions domestiques et financières. Elle gère l'argent et les emplois de chaque membre de la famille et décide quel homme partagera son lit et pour combien de temps. Si un homme la féconde, ses frères se porteront volontaires pour aider à élever l'enfant et le père biologique renoncera à toute responsabilité et rentrera chez lui pour s'occuper des enfants de sa sœur, laissant les parents libres de maintenir une relation sexuelle basée sur l'attraction mutuelle si tel est leur désir. La grand-mère est la chef de famille et prendra la décision finale sur la plupart des questions. Rien de tout cela n'est mal vu ou considéré comme de la promiscuité par quiconque dans la société. Numéro 6. Le peuple Cujareno. Des photographies inédites ont émergé d'une des dernières tribus amazoniennes non contactées, que le gouvernement péruvien tente de contacter après qu'ils ont tiré et tué 2 hommes dans la poitrine avec un arc et des flèches. Depuis 600 ans, le clan Mashco Piro, également connu sous le nom de peuple Cujarino,
vit dans la forêt péruvienne près de la frontière brésilienne sans interaction avec le monde extérieur. Cependant, menacés par l'exploitation forestière du XXIe siècle, les cartels de la drogue et le tourisme, ce groupe indigène rarement vu a quitté la forêt pour piller des établissements à la recherche de nourriture, d'outils et d'armes de chasse. Lorsque les Mashco-Piro découvrent que d'autres groupes indigènes ne comprennent pas leur langue ou rencontrent des animaux qu'ils ne connaissent pas un peu, comme des chiens, ils peuvent devenir hostiles. Le reste du monde ne comprend pas leur langue. Le gouvernement recherche un interprète de la tribu Yinné qui comprend la langue des Mashco-Piro. Ils recherchent également au Brésil, où vivent d'autres communautés Mashco-Piro, dans l'espoir que l'un d'eux ait appris une autre langue. Cependant, le gouvernement n'imposera pas de confrontation avec les Mashco-Piro. Les Nations Unies protègent les droits des peuples autochtones isolés, en particulier le droit de vivre dans l'isolement, et l'État doit les respecter et les défendre. Numéro 5. La tribu des chasseurs d'aigles kazakhs. Dans le coin nord-ouest de la Mongolie, à environ 25 miles des montagnes russes et chinoises du Kazakhstan, se trouve une population de 87 000 personnes qui continuent de suivre les traditions de leurs ancêtres. Les chasseurs d'aigles kazakhs qui vivent sur ces territoires descendent des Han, ainsi que des populations autochtones turques, mongoliques et indo-iraniennes qui vivaient autrefois ici. Leur mode de vie et le paysage qu'ils explorent dans le camp sont intéressants. Alors qu'une grande partie du monde est influencée par la technologie et la construction, il est incroyable de tomber sur une zone qui est restée relativement intacte. Le paysage s'étend sur des distances apparemment infinies, avec de belles couches de lumière et de texture, avec des teintes rouges, noires, brunes et blanches. Il est couramment dit qu'un Kazakh sans cheval est comme un oiseau sans ailes. Des chevaux mongols sont utilisés, ainsi que des aigles dorés entraînés pour aider les chasseurs kazakhs. L'entraînement des aigles dorés se transmet de génération en génération, symbolisant la transition de l'enfance à l'âge adulte. Le festival annuel coloré de l'aigle doré, qui a lieu à la mi-octobre, marque le début de la saison de chasse. Ces chasseurs d'aigles se distinguent également par leur équipement distinctif, qui comprend des bottes, des vestes noires et des chapeaux en fourrure de renard appelés luvus. La fourrure, en particulier celle des marmottes, des lapins et des loups, est un composant essentiel du kazakh. Numéro 4. La tribu Yaïfo. Les Yaïfo sont une tribu primitive qui vit dans la province de East Sepik en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Cette tribu primitive a diverses croyances et coutumes. Pour atteindre le domaine de cette tribu, vous devez voyager le long de la rivière pendant 1 mois. Alternativement, la randonnée à travers la forêt pourrait durer 6 semaines, ce qui serait extrêmement périlleux. Il n'est pas surprenant que la tribu Yaïfo vive si isolée du reste du monde. On estime que la Papouasie-Nouvelle-Guinée compte encore environ 40 tribus isolées. La tribu a d'abord été contactée par le monde extérieur en 1988, lorsque l'explorateur britannique Benedict Allen est tombé sur leur civilisation en visitant la Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'écrivain et aventurier anglais raconte une histoire incroyable sur la danse terrifiante exécutée par la tribu qui l'a accueillie. Allen a affirmé qu'ils l'ont accueillie par une démonstration de force saisissante, une danse intense avec leurs arcs et flèches. Allen, qui les avait rencontrés par inadvertance, a été contraint de participer à un rituel coutumier pendant 3 semaines, au cours desquelles il a été tourmenté. La nature continue d'être la principale source de survie de la tribu Yaïfo. Cette tribu affrontée s'est composée de chasseurs, car ils survivent en chassant des animaux sur l'île. Ils chassent et collectent de la nourriture à partir d'animaux et de plantes, en fabriquant des canoës de pêche, en ramassant des crabes et en chassant du petit gibier à l'aide d'arcs, de flèches et de lances. Allen, qui a observé les atrocités de la tribu Yaïfo, a été fasciné par la capacité de la tribu à courir rapidement à travers les troncs d'arbres sans aucune précaution de sécurité. Pendant ce temps, il formait les femmes comme espionnes. Leur existence est presque invisible. Numéro 3. La tribu Moken. Les Moken, souvent connus sous le nom de Ghittons de la mer, sont un groupe ethnique qui vit à travers la péninsule et l'Asie du Sud-Est maritime. Cette minorité ethnique est considérée comme l'une des moins nombreuses de la région. Cependant, leur aire géographique s'étend de la mer d'Andaman à l'île de Bornéo. Pour ceux qui vivent dans l'archipel de 800 îles, le long de la petite longueur de la côte thaï-birmane, leur mode de vie délicat a été mis à l'épreuve par des catastrophes naturelles et causées par l'homme. La plupart des Moken continuent de vivre dans des zones rurales. Ils passent la majeure partie de l'année sur des bateaux en bois et dans des maisons sur pilotis sur la terre, laissant la communauté économiquement et politiquement désenfranchie.
Les intérêts des Moken sont également menacés en raison d'un manque de représentation économique et de force numérique. De plus, le système scolaire thaïlandais sert de cheval de Troie pour l'absorption dans le courant dominant, plutôt que comme une porte d'entrée vers des opportunités. En outre, dans les zones touristiques très fréquentées du sud de la Thaïlande, les Moken ont été réduits à devenir simplement des objets exotiques à photographier. Les difficultés auxquelles cette communauté ethnique vulnérable est confrontée sont un exemple classique de la manière dont un développement irresponsable peut détruire toute une culture. Le tourisme commercialisé n'aide pas nécessairement la communauté. Peut-être que ce dont les Moken ont besoin pour leur survie collective en tant que culture distincte est un système éducatif qui ne cherche pas à les assimiler, mais plutôt à les doter des compétences nécessaires pour s'autonomiser économiquement en tant que communauté ethnoculturelle distincte. Numéro 2. Le culte du cargo. La Mélanésie, une zone de l'océan Pacifique entre la côte est de l'Australie et les îles polynésiennes, abrite de nombreux cultes du cargo. La Mélanésie est composée de diverses chaînes d'îles, y compris la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Vanuatu, qui contiennent les derniers cultes du cargo. Si vous vous demandez ce qu'est un culte du cargo, cela fait référence à la formation, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, de groupes de croyants qui, après avoir été en contact avec la civilisation occidentale, ont commencé à vénérer les biens matériels qui pouvaient être obtenus de l'Ouest. Les dirigeants de divers cultes, comme le célèbre culte de John Frum, adorent un dieu qui leur fournit des biens de consommation courante de la civilisation occidentale, tels que des aliments en conserve, des radios et des machines à laver, entre autres. À certains égards, la croissance de ces cultes, dont la plupart ont commencé entre 1400 et 1900, est une forme de résistance contre le colonialisme. Dans d'autres, ils remplissent plusieurs prophéties prédites par les habitants de ces nations insulaires. Les cultes du cargo ont donné lieu à une variété de pratiques cérémonielles, dont la plupart semblent bizarres lorsqu'elles sont comparées à celles observées dans la société moderne. Numéro 1. Le peuple Tchouktchi. Les Tchouktchis sont un groupe aborigène sibérien qui vit dans le district autonome de Tchoukotka, dans la région nord-est de la Fédération de Russie. Les Tchouktchis ont traditionnellement élevé des rennes sur la toundra et vécu dans des établissements côtiers sur la mer de Bering et d'autres côtes polaires. À l'origine, ils étaient nomades, chassant des rennes sauvages, mais ils se sont divisés en deux groupes au fil du temps. Les Chavchous étaient des éleveurs de rennes nomades, certains chevauchant des rennes et d'autres ne le faisant pas, ainsi que des colons maritimes qui se sont installés le long de la côte et chassaient des créatures marines. Les éleveurs de rennes ont traditionnellement passé beaucoup de temps à extraire des racines de saules rabougris, la seule source de bois de chauffage de la toundra. Ils ne se rendaient dans la forêt que pour se protéger et se procurer du bois de chauffage pendant les mois les plus froids. Les tâches des femmes incluent sur la préparation des aliments, l'entretien des tentes, le tannage des peaux et la couture de vêtements et de chaussures. Les Tchouktchis voyageaient autrefois en rennes et en traîneaux à chiens. Ils ont maintenant des motoneiges et des véhicules tout-terrain, et ils peuvent voler de leur village vers des camps nomades en hélicoptère si nécessaire. La tuberculose a tué la moitié du peuple Tchouktchi dans les années 1980 et 1990. Environ 16 000 Tchouktchis vivent aujourd'hui, principalement sur la péninsule de Tchoukotka, qui se trouve à seulement 55 miles de l'Alaska. Il est incroyable de voir autant de ces tribus encore présentes aujourd'hui, maintenant leurs croyances et leur système. Laquelle était votre préférée ? Pourquoi ne pas nous le faire savoir dans les commentaires ci-dessous ? Eh bien, c'est tout pour l'instant. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de nous donner un like et de nous faire savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Consultez nos autres vidéos et abonnez-vous pour faire partie du plaisir. Cliquez sur l'icône de notification afin de pouvoir voir nos nouvelles vidéos dès qu'elles sont mises en ligne. Merci de regarder et à la prochaine fois.